À Barbezieux, en Poitou-Charentes, l'une des principales régions d'élevage de moutons, les urgences se bousculent dans la clinique de Charlotte, 28 ans. Elle a quel âge, votre brebis? Ok. Bon, ben j'arrive. Vous pensez qu'il y en a un ou deux? D'accord. Au bout du fil, un éleveur inquiet. L'une de ses brebis peine à mettre bas. L'agneau, il arrive la tête la première, mais il y a juste la tête, donc les pattes ne sont pas sorties, elles doivent être repliées vers l'arrière. Donc le problème, c'est que si on n'intervient pas vite, en fait, il va mourir là très vite. En tout cas, bon, c'est des gens qui surveillent vraiment bien leurs brebis, donc on a peut-être un espoir d'y arriver. Le temps presse. L'agnelage a commencé il y a plus d'une demi-heure. Bonjour. Le risque que le bébé manque d'oxygène augmente avec les minutes. Ça va aller, vous inquiétez pas. Charlotte garde le sourire pour ne pas inquiéter l'éleveur. Pourtant, la situation est critique. On va l'attraper, on va la coucher, on va la tenir. D'accord. La brebis souffre. Elle est incapable d'expulser seule son bébé. La palpation n'annonce rien de bon. Il est tout bleu, il est tout gonflé et il respire pas. Charlotte sait qu'il y a urgence. La vétérinaire doit extraire au plus vite l'agneau, mort ou vif. C'est le seul moyen de sauver la mère. Mais le petit, recroquevillé, est coincé dans son ventre. Donc là, j'ai sorti une patte. Charlotte manque de prise pour le retourner. Le corps à corps va durer de longues minutes. C'est bon. Voilà. Ah, il est vivant. Ah, il est vivant. Il bougeait pas tout à l'heure. Ouais. Miracle de la nature, Il s'est mordu la langue, en fait. l'agneau respire encore. Il a gonflé, quoi. Parce qu'il était coincé. Son souffle est à peine perceptible. Là, il faudrait le frictionner avec de la paille. Charlotte stimule les poumons de l'agneau qui ne parvient pas à respirer seul. Très faible, il a échappé de peu à une mort in utero. Puis cette couleur orange, là, c'est qu'il a fait sa première crotte. Donc ça veut dire qu'il serait mort dans pas longtemps. Faut que je s'en sorte. L'acharnement de la vétérinaire paye enfin. L'agneau commence à gigoter. Mais il secoue bien la tête et tout, hein. Faut qu'il dégonfle. On a eu de la chance, hein. Là, il était moins une, hein. L'agitation de la mère, en revanche, persiste. Charlotte va vite découvrir pourquoi. Du nord au sud de la France, nous avons suivi le quotidien mouvementé des hommes et femmes qui volent au secours des animaux. Extraire des œufs de l'utérus d'une tortue ou réparer l'entorse d'un cheval de compétition, des missions aussi surprenantes qu'imprévisibles pour des héros hors du commun. Nicolas est soigneur aux eaux du Pal, en Auvergne. Il s'apprête à accueillir des locataires au caractère plus explosif que les volcans alentours. S'il te mord la main, tu vas souffrir. 22 alligators adultes que l'équipe vétérinaire va manipuler à ses risques et périls. Allez, on avance, parce que là on se gêne. Aïe! Ça va? Dans un tout autre décor, à Arcueil, la clinique Frégis est une des mieux équipées de France. J'ai cru avoir l'œuf là, mais pas encore. Cyril est l'un des 45 spécialistes prêts à intervenir de jour comme de nuit. Avec lui, vous assisterez à une chirurgie qu'il est le seul en France à pratiquer. L'air ne peut plus rentrer ni par la bouche ni par le nez. Oui. L'incroyable opération au laser du palais d'un bulldog. C'est gigantesque, hein? En Belgique, Elisabeth est à la tête d'une unité de police très spéciale. On a un mandat d'un juge d'instruction pour venir voir les conditions de vie de vos animaux. Elle traque les propriétaires qui maltraitent ou négligent leurs bêtes. Ça sent fort le chat. Hein. Ça manque franchement de ventilation. Hein. Et lorsqu'elle tombe sur des marginaux, mieux vaut avoir les nerfs solides. Il y a de tout. On donne à manger, il n'y a rien dit. Pendant 3 mois, nous avons suivi ces héros qui sauvent nos animaux. En Charente, dans la petite étable, Charlotte se débat depuis près d'1 heure. Elle a sauvé un agneau in extremis. Une nouvelle surprise l'attend. Ah bah il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième.
Cette fois, il se présente dans le bon sens. Il va arriver. Voilà. Et il est vivant. Resté coincé encore plus longtemps que son frère, il est en hypothermie. On va le mettre là-bas. C'est sec. Voilà. Bon, il y en a 2 au prix d'un. Ça fait doublement un plaisir, voire triplement plaisir. On est hyper satisfaits. Également plaisir à l'éleveur. Elle injecte au petit un cocktail de vitamines. La nature se charge du reste. Ah voilà. Du moment où elle le lèche, normalement, elle l'accepte. Elle est hyper maternelle. C'est bien. Il se lève vite, hein? En 10 minutes, des fois. Il va essayer une vingtaine de fois et il va y arriver. Là, voilà, il est debout. La scène tient du miracle. Il y a 1 heure, le pronostic vital des bêtes était engagé. La jeune vétérinaire n'est pas peu fière. L'éleveur aussi. J'ai dit une jeune, jamais elle va s'en sortir. Hein. Une jeune femme en plus, je dis. Et puis quand elle est arrivée, elle a pris sa tenue, elle a commencé à se mettre à genoux derrière la brebis. Et j'ai compris qu'elle avait déjà du métier. Merci pour votre dévouement. Hein. Je vous en prie. Ça me fait beaucoup de plaisir. Hein. Au revoir. Charlotte reprend la route. Vous verrez tout à l'heure que sauver les animaux in extremis, c'est un peu sa spécialité. Loin de l'ambiance champêtre et des bottes en caoutchouc, en Île-de-France, la clinique Frégis est l'un des centres hospitaliers les mieux pourvus technologiquement. Scanner, microcaméra d'opération, modélisation 3D et d'autres équipements plus étonnants encore. Dans la cour de la clinique, Gus va bientôt le découvrir. Vous voyez la différence entre une patte et l'autre? Ce jeune staffy de 2 ans a partiellement perdu l'usage de sa patte arrière suite à une embolie pulmonaire. Il est là pour sa rééducation. Vous voyez, il devrait faire comme ça, sa patte. D'accord. Oui, d'accord, tu sens. C'est très bien. L'équipe de Roberta a investi dans une étrange machine. Gus va l'expérimenter pour la première fois. Non, 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 non. Au fond de cet aquarium, un tapis roulant. L'eau va permettre de solliciter en douceur la patte paralysée du staffy. C'est parti. Tu es prêt? On appelle cela l'hydrothérapie. Laisse-le marcher tout seul pour le moment. Non, 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 doucement. Le défi, faire accepter à Gus ce bain forcé. Calme-toi. Calme-toi. T'es beau, t'es fort, mon chien. Allez, Très bien. là, il est calme, là. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, tu vois que tu comprends? Encouragé par sa maîtresse, le staffy se calme. Dans l'eau, ses efforts sont beaucoup plus faciles. Donc là, on réapprend le mouvement de la marche. On réapprend son cerveau, ce que son cerveau a oublié. Des fois, avec 2-3 hydrothérapies, ça suffit. Et il y a le déclic. Et des fois, on a besoin de 10, 15, 20. Allez. Grâce à l'hydrothérapie, le jeune Gus devrait bientôt de nouveau gambader dans la nature. La réputation de modernité de la clinique rayonne sur toute la France. Bonjour. Bonjour, docteur Poncet, venez avec moi. Ce couple a parcouru 150 km pour voir Cyril Poncet, ponte de la chirurgie canine. Ils sont les heureux propriétaires de Gizmo, ce bulldog de 4 ans. Mais depuis plusieurs mois, il a un problème. Oui. Peut-être ça lui bloque la respiration. Excuse-moi. Ce bruit-là, c'est la vibration des tissus anormaux au fond de sa gorge. L'air ne peut plus rentrer ni par la bouche ni par le nez. Autrement dit, Gizmo vit en apnée. Allez, je te descends. J'arrête de t'embêter. Il se fatigue.
Par exemple, avant on allait le promener, on faisait largement, on faisait bien 2-3 km avec lui, largement. Maintenant, au bout de 100 mètres, il est au bout de sa vie, il n'en peut plus, il veut rentrer. Ah oui, quand même. Chose qu'il ne faisait jamais avant. Cyril connaît bien ce symptôme, malheureusement courant chez les bulldogs, dû à leur surplus de peau. Il cache un problème très grave. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Montez 4 étages en courant, en pleine chaleur, les narines bouchées, puis je vais vous attendre en haut. Je vous en pourrez plus. Parce que dès que l'organisme est plus sollicité, il a besoin de plus d'oxygène pour nourrir l'organisme. Mais si ça ne rentre pas, on s'asphyxie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand l'organisme manque d'oxygène, le cœur il travaille plus pour essayer de compenser. Le cœur, c'est juste un moteur. Et vu que le moteur est plus sollicité, qu'il tourne plus vite, le moteur se fatigue plus vite. La chirurgie est la seule solution. Cyril doit enlever l'excédent de peau dans le fond de la gorge de Gizmo pour qu'il respire à nouveau. Une opération très technique. Allez, mon doudou. Voilà. Allez, doudou. Sous anesthésie générale, Gizmo est solidement harnaché. Cyril est guidé par une caméra de pointe introduite dans sa gorge. Donc là, on voit le petit tuyau qui va dans sa trachée, directement dans sa trachée. Il va enlever l'épaisse bande de peau qui recouvre entièrement les voies respiratoires du chien. Là, c'est plus que parlant. Là, le chien, il ne peut pas respirer. D'un seul coup, si je prends cette partie-là et je la retire ou je la soulève artificiellement, d'un seul coup, l'air peut arriver à passer à l'intérieur de la trachée. Allez, c'est parti. Pour réaliser cette opération délicate, Cyril a troqué son scalpel pour un laser. Il est le seul chirurgien de France à maîtriser cette technique. Donc on voit mon laser qui est en train de vaporiser les tissus petit à petit. Quand on le fait avec au scalpel normal, ça saigne énormément, mais vraiment énormément. Ça crée une grosse réaction inflammatoire au niveau du site chirurgical et on a du mal à bien visualiser vraiment ce qu'on veut couper. Et là, quand on fait cette chirurgie, on s'aperçoit qu'il n'y a même pas une goutte de sang en fait. Le vétérinaire découpe le surplus de peau au millimètre près. Le moindre écart et Gizmo pourrait être grièvement blessé. Après quelques minutes... Voilà, ça y est, on a retiré la pièce. Ça permet d'imaginer un petit peu la quantité de tissu coincé au fond de sa gorge qui pouvait le gêner. Donc c'est gigantesque. L'air passe désormais facilement dans la trachée du bulldog. Mais Cyril n'en a pas fini avec son patient. Il doit encore ouvrir chirurgicalement ses narines. Voilà, donc maintenant on l'a mis en position. On fait une petite incision ici, une petite incision ici. Et ensuite on va ouvrir sa narine. Ça va lui faire un truc comme ça. L'animal est sous anesthésie depuis plus d'une demi-heure. Afin d'éviter une dose supplémentaire, toujours dangereuse, Cyril veut agir vite. L'air peut rentrer, cette fois-ci, facilement. Et sur le côté qui nous reste à opérer, on s'aperçoit bien qu'on est encore ici complètement bloqué. En moins de 2 minutes, la deuxième narine est libérée. Mon doudou, tu vas être sacrément bien là. Il n'y a que ta langue, on peut rien faire pour ta langue, mon doudou. Pour Cyril, le verdict ne va pas se faire attendre. Souvenez-vous, avant, lorsque Gizmo respirait, ça donnait ça. Oui. Quelques heures après l'opération, qu'en est-il? Voilà, ce qui est surprenant, c'est qu'on l'entend plus. Je pense que lui-même, il ne comprend pas ce qui se passe. Le changement est radical. Grâce à l'intervention de Cyril, Gizmo va pouvoir mener une vie normale, pour le plus grand bonheur de ses maîtres. On va le laisser 2 minutes se calmer, parce que là, ça fait beaucoup d'émotions. Il est trop beau. C'est incroyable la différence, quoi. Visuellement, c'est incroyable. Oui, allez, doucement, oui. C'est pour ça que je rentre pas toujours les animaux tout de suite au propriétaire, parce que sinon ils font des papouilles, ils restent entre eux, ils m'écoutent pas, parce que maintenant il faut quand même que je donne la recommandation pour la sortie. Tous les maîtres ne sont pas aussi attentifs au bien-être de leur animal. En Belgique, quand il s'agit de protéger les animaux, on ne plaisante pas.
En 2014, le gouvernement s'est doté d'une unité très spéciale, une équipe de vétérinaires de terrain qui traque les infractions. Elisabeth en est une des chefs. La plupart du temps, ils interviennent après dénonciation. Mais parfois, ils doivent mener l'enquête. Il a vécu là jusque quand? Ce matin, Elisabeth est à la recherche d'un propriétaire qui maltraiterait ses chiens. Il vivrait ici, sur ce terrain vague, dans des conditions déplorables. Des croquettes de chien. Mais c'est un truc d'oiseau. Ah oui, il y a une casserole. Pas de doute, un animal, voire plusieurs, vivait bien ici. Il n'y a plus d'animaux là-dedans, ça c'est certain. Les lieux semblent abandonnés. Soudain, Elisabeth aperçoit un chalet au fond du terrain. Un homme les accueille. Bonjour madame. Enchanté madame. Notre animal. Il s'agit de l'homme recherché. Les vétérinaires entament l'interrogatoire. Luna, je ne l'ai plus. Luna a été placée. Où? Elle aurait été placée par un vétérinaire sur une dame âgée. Et il y avait un chien nu aussi, je pense. Non, non. Ça je les ai là, les deux petites femelles. Il n'aurait plus que 2 chiennes qu'il accepte de présenter au vétérinaire. Bonjour, mal rasé. L'équipe vérifie leur identité à l'aide d'un lecteur de puces. Voilà. Elles sont en bonne santé. Mais l'instinct d'Elisabeth la pousse à jeter un œil à l'intérieur. Et là, surprise. 2 chiens sont enfermés dans une petite cage. Ils sont souvent en cage comme ça. Ah. Elisabeth a un doute. Elle les libère pour observer leur comportement. Visiblement, ils sont en pleine forme. L'homme a sûrement été victime de préjugés liés à l'état de sa maison. Ok. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Fin de mission pour les vétérinaires. Si, il fait propre, il fait suffisamment aéré, même s'il y a 5 chiens, ça ne sent pas excessivement. Ici, ils sont bien. Ces enquêteurs atypiques interviennent une dizaine de fois par semaine. Certaines affaires sont plus sérieuses que d'autres. Le lendemain, à 150 km de Liège, les équipes s'attaquent à l'une d'elles. On va faire un contrôle chez un particulier. Donc ici, c'est une dame qui détiendrait des animaux dans des mauvaises conditions. On a déjà fait un contrôle il y a quelques années, chez qui on a dû saisir pas mal d'animaux à cause des mauvaises conditions de détention. La femme habite dans cette maison isolée. Elisabeth est déjà sur place. Avec Bertrand, son adjoint, ils s'attendent à tout. Madame. Aucune réponse. Pas de quoi arrêter les vétérinaires. Mandatés par le gouvernement, ils ont le droit d'entrer dans la propriété. Le jardin est un étrange bric-à-brac dans lequel se sont glissés quelques indices. À l'arrière, Bertrand découvre un poulailler de fortune. Les animaux ont l'air en bonne santé, en tout cas celui-là. Et tout autour, les pires ennemis d'Elisabeth. Ah Betty, il y a un truc pour toi là. Il y a des rats? On vient d'en sortir 15 de là-dedans. Il en sort de partout. Ils sont presque domestiqués, je vais dire. Quand on les voit, ils n'ont peur de rien. Maintenant, je vais dire, n'importe quel endroit où il y a de la paille, de la nourriture, du grain, il va avoir des rats. Hein, Enfin, à ce point-là, on voit qu'il y a du laisser-aller. Soudain, un étonnant personnage apparaît. J'ai trouvé quelqu'un m'a répondu. L'homme Bonjour, monsieur. C'est bonjour. dit être le beau-père de la propriétaire. On a un mandat d'un juge d'instruction pour venir voir les conditions de vie de vos animaux. Ah oui, ils sont bien coincés, ça. Les animaux, ici, il y a seulement deux chiens. On voudrait voir, madame, justement. Donc, c'est madame qui est... C'est moi qui occupe des baies. Ok. Et à l'intérieur, il y a juste les 2 chats. Ouais. Les vétérinaires demandent à examiner les chats quand surgit la propriétaire des lieux. Visiblement, la visite d'Elisabeth ne lui fait pas plaisir. Elle m'embête tout le temps.
Non, ici. Bah, je ne sais pas si on vous embête, moi, madame. Si. Moi, c'est bon, ouais. Non, mais écoute, et tout c'est pas nécessairement de... Toujours avec mes animaux. C'est ça, là. Mais il y a déjà eu de visites, effectivement, maintenant. Je suis déjà venu ici. Maintenant, moi, je ne suis jamais venu, donc s'il se passe rien... Allez, on va regarder, on va jeter un coup d'œil, et puis s'il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de spécial, hein. Le couple accepte de laisser entrer l'équipe. La maison, vétuste, est remplie d'un incroyable bazar. Les chats vivent confinés dans cette pièce. Si je le couvre, ils vont partir. Hein. Ça sent fort le chat. Hein. Ça manque franchement de ventilation. Hein. Oui, je vais tâcher de faire un machin. On va faire quelque chose pour que les animaux puissent respirer un petit peu, autre chose que ça. Comme... Le constat de Bertrand est brusquement interrompu. Mais normalement, je dois pouvoir les voir. Non. À l'autre bout de la maison, la femme s'énerve. Non, rien du tout. Elle s'est mise en travers d'une porte, empêchant Elisabeth d'entrer. Qu'a-t-elle donc à cacher à la vétérinaire? Dans les Charentes, Charlotte, la jeune rurale, a rendez-vous dans un cadre inhabituel. À l'hippodrome de la Couronne, près d'Angoulême, c'est jour de course. Bonjour. Voici. Ça va et toi? Ça va. Voilà le bureau des commissaires. La jeune femme est attendue de pied ferme. Sans elle, pas de compétition. Elle est là pour intervenir au moindre accident. Sa journée commence par la vérification des carnets de santé des chevaux pour prévenir des risques de contagion virale. Donc on a les vaccinations qui ont été faites et il faut qu'ils soient à jour de leur rappel de vaccin. Les chevaux doivent non seulement être vaccinés, mais aussi formellement identifiés par la vétérinaire. Tous ont un numéro précis, une manière d'éviter la triche. 524. Oui, c'est bon, c'est OK. Pardon. 023. 023, c'est tout. Tout est chronométré à la minute. Là, on va monter au deuxième étage de la tour. Charlotte n'y va pas pour profiter du spectacle. Elle va scruter les mouvements des chevaux, prête à intervenir en cas d'urgence. On peut suivre vraiment toute la course. C'est surtout pour voir s'il y a pas un accident. Au moins, je suis aux premières loges et puis si on m'appelle, je descends de suite, quoi. Et c'est parti pour cette première épreuve. Prix d'Alliance Pastora, 3400 mètres à parcourir. Lors d'une course d'obstacles, les incidents sont fréquents et les risques de blessures bien réels. On passe une première fois avec une chute. La première chute de la journée est impressionnante. Pourtant, l'animal et le jockey s'en sortent indemnes. Ce ne sera pas le cas de tous les concurrents. Un léger avantage sur Bobby Allemand, qui est en phase d'opposition, suivi par le numéro 9, Colombiana. À la sortie de ce virage, un cheval manque sa réception et fait une roulade. Charlotte se précipite sur le champ de course. Oh là là. Le jockey n'est pas blessé. Sa monture, en revanche, a une démarche qui ne présage rien de bon. Il boite bien, ouais. Il boite beaucoup. C'est peut-être juste une entorse, mais... La vétérinaire ausculte l'animal pour mesurer l'ampleur des dégâts. Là, ça craque. C'est luxé. Une luxation, c'est l'articulation qui s'est déboîtée. Si le diagnostic est avéré, il signe la retraite sportive de l'animal. T'es à quelle box 5 5. Charlotte doit avertir le propriétaire qu'il risque de perdre son champion. Bonjour. C'est votre cheval, monsieur? Oui. Oui. Ce que je sens à la manipulation, c'est qu'il y a au moins une luxation. Il faudra lui faire passer une radio, hein. L'homme n'a pas l'air de vouloir entendre l'information. Là, Comment ça va? là, bon, là. Il a bougé de sa en haut, là. Le tendon. Selon lui, le cheval se serait blessé au niveau du tendon, soit une simple entorse. Charlotte insiste. C'est surtout l'articulation qui bouge, hein. Non, non, non. Ah si. Ah. Ah ben si. L'articulation et la manipulation, ça Ben, croque. l'articulation, c'est faite pour bouger. Ouais, Là, je vous dis non, qu'il non, il mais- a claqué en haut du tendon. Sans radio, impossible de poser un diagnostic ferme, mais le propriétaire reste campé sur ses positions. Il n'a pas un problème d'articulation. Si vous voulez me faire croire ça. Il aurait pas mal à la flexion, si c'était le tendon.
Il aurait mal à l'extension. Pourquoi une telle obstination? Charlotte a une hypothèse. Moi, j'ai vraiment la patte qui sort de son axe. Donc, il a peut-être un problème au tendon, mais si c'est ça, c'est qu'il le savait et qu'il savait qu'il avait déjà mal avant la course, il n'aurait pas dû le faire courir. Ça va le maintenir un petit peu. Un bandage serré et quelques anti-inflammatoires devraient éviter au cheval de souffrir. Mais il lui faudra beaucoup de temps avant de retrouver le champ de course. En Belgique, dans un décor beaucoup moins raffiné. L'équipe d'Elisabeth continue le contrôle de l'étonnante ménagerie. Quand tout à coup, la propriétaire des lieux se met en colère. Si elles sont bien, je ne ferai Non, pas. rien du tout. Ok, mais On donne à manger, il n'y en a rien dit. La femme refuse de laisser pénétrer Elisabeth dans une chambre. L'ambiance est électrique. C'est ma maison. Ok, mais moi j'ai un document. J'ai pas envie de me prendre la tête avec vous. Elisabeth est persuasive. Après 10 minutes de négociation, la femme se résigne. Ok, je vais y aller. Ok, merci madame. La vétérinaire va vite comprendre les raisons de son attitude. Sous un monceau de bibelots, 7 tortues baignent dans leur jus. On les distingue à peine dans leur bac. On l'eau très très sale. Ouais, il faut corriger tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup plus qu'un jour que vous avez fait les bacs. Hein. Ouais, Ordo. L'homme se borne à nier l'évidence. Un autre problème inquiète Elisabeth. Les tortues manquent terriblement d'espace vital. Il y en a un, deux qui fait 80... 3, non, 60 celui-ci. Les bacs sont trop petits pour des grosses tortues comme ça. Oh. Non, elle n'attaque pas, mais je ne sais pas la sortir, elle est coincée. Elisabeth est abasourdie. L'animal était piégé dans le bac. Les constatations sont accablantes. La maltraitance avérée. Sa carapace est même déformée. Ouais. Donc elle a mangé, je sais pas ce qu'elle a mangé, à mon avis elle a filtré ce qui passait devant elle. Nous, les conditions de détention ne sont pas bonnes. Donc on va devoir rédiger un PV. Donc tu t'en fous? Allez, c'est bon, ouais. Ou vous me les donnez et on le note, mais vous devez signer, ou bien on est obligé de les saisir. Oh, des dieux. Madame, vous allez avoir un procès verbal, vous allez avoir plein d'ennuis. Devant la menace d'une amende, l'homme se montre plus raisonnable. On a tous les ennuis avec ces bêtes-là. Ben justement, c'est pour ça qu'on vous dit. Faites-en. Faites-en abandon. Il vient de donner quand on est cranky. Allez, filles, allez, c'est bon. Ouais, alors en plus, il n'est pas très content, mademoiselle. Les 7 tortues ont échappé de peu à un triste sort. L'unité quitte les lieux. Madame, au revoir. Prenez bien soin de ce qui reste. Et plus de tortues, hein. Allez les filles, ouais, prends l'air. La mission n'est pas terminée pour autant. Les tortues ont besoin d'un nouveau toit. L'unité connaît une bonne adresse. Un parc animalier au sein duquel se trouve un étonnant orphelinat. L'association Carapace offre une nouvelle vie aux nacs abandonnés ou saisis, notamment des iguanes, des serpents et bien sûr des tortues. Bonjour. Voilà. Petit cadeau? Petit cadeau, oui. Ok, bon, on va les mettre en quarantaine. Ok. Thierry reçoit de nouveaux pensionnaires presque tous les jours. Déjà, elle manque un peu de couleur. Hein. Pas beaucoup de lumière. Elles étaient dans la pénombre. Quand elles auront repris suffisamment de force, elles retrouveront leurs congénères dans cet enclos pour la plus grande joie des visiteurs du parc. Les tortues, Minuine en connaît un rayon. C'est l'un des rares spécialistes des nacs en France. Pourtant, dans son service, il est parfois confronté au mystère de la nature. Sa prochaine patiente est dans un état préoccupant. Bonjour, bonjour. Allez. Je vais refaire un petit peu un point avec vous, hein, puisque... Franklin cumule des symptômes chroniques incompréhensibles. Périodiquement, son intestin ressort et ça peut se nécroser, c'est pour ça qu'il faut la faire soigner, bien sûr, on ne va pas la laisser comme ça.
effectivement, il a des déformations importantes. Normalement, c'est une carapace qui est bien bombée, qui est bien homogène. Ça témoigne notamment de défauts de croissance quand elle était plus petite. Cette déformation gêne la motricité de la tortue. Mais elle aurait surtout engendré un problème beaucoup plus grave. Là, on a trouvé ces éléments un peu ronds qui pourraient être des œufs. L'aspect n'est pas tout à fait typique. Ces œufs non fécondés sont restés coincés au fond de l'utérus. La tortue est incapable de les pondre. Les tortues, comme les poules, ont des œufs naturellement, d'accord ? C'est un mécanisme d'ovulation. Voilà, vous n'avez pas besoin d'un mâle particulièrement. D'ailleurs, probablement que le fait de ne pas avoir de mâle contribue à ce que l'œuf ne soit pas fécondé et que du coup, il n'y ait pas le signal pour la ponde. Il est clair que c'est des lésions qui sont anormales. Ces lésions sur les organes pourraient être dues à des œufs en train de nécroser. C'est une urgence. En fait, on va retirer l'utérus. Ah. C'est comme une stérilisation, si vous voulez. D'accord. Au Et revoir. puis, je vous passe un petit coup de fil. Merci. Ce cas ne ressemble à aucun autre. Min mobilise son équipe de chirurgie. Tout dans cette opération comporte des risques, y compris l'anesthésie. Donc là, c'est un peu difficile parce que d'une part, elle est assez petite et d'autre part, on va aller taper un vaisseau qui se situe juste au-dessus de la tête. Le vétérinaire explore les entrailles de l'animal à l'aide d'outils équipés d'une micro-caméra. Là, on est dans la fosse préfémorale, donc là, je suis plus ou moins dans la cuisse. Il est un des rares vétérinaires en France capables de mener une telle opération sur une tortue. Techniquement, là, c'est très difficile parce qu'on a un objectif de 3 mm qui est agrandi énormément. Donc là, 3 mm, ça correspond à 30-40 cm à l'écran. Donc, j'ai les doigts qui sont pas mal crispés quand même. Pour trouver les œufs de quelques millimètres, il faut de la patience, beaucoup de patience. Problème, Min ne peut maintenir l'animal trop longtemps sous anesthésie. J'ai cru avoir l'œuf là, mais pas encore. Les minutes s'égrènent, quand enfin... Et là, ouais, on commence à distinguer la petite grappe ovarienne. Et là, on arrive sur les œufs. C'est super, là, on touche au but. Donc là, on est pas mal du tout. On va essayer de progresser. On va aller commencer à aspirer les follicules ovariens. Le chirurgien doit maintenant extraire les œufs. Dans cette minuscule zone très vascularisée, la moindre erreur peut être fatale. Pour agir en douceur, il s'arme d'un coton-tige. Le mouvement doit être précis parce que la moindre hémorragie, tout de suite, on perd la vision. On ne peut même pas, entre guillemets, arrêter l'hémorragie si on n'arrive pas à voir ce qui se passe, quoi. Là, on va retirer. Et en théorie, ça devrait résoudre ces problèmes. Afin d'éviter une récidive, le chirurgien stérilise l'animal. Après 2 heures éprouvantes de chirurgie, il va encore devoir attendre pour souffler. Là, je suis plutôt content. On les a tous retirés, donc de ce point de vue-là, c'est super. Après, là, le gros enjeu, ça va être le réveil. Cela fait 3h30 que la tortue est endormie. Min craint pour sa patiente. Il se penche à son chevet. J'ai l'impression qu'elle respire. Elle bouge légèrement le bras, ce qui veut dire qu'elle arrive à inspirer d'elle-même, ce qui est vraiment très bien parce que ça fait à peine 1 heure qu'on a fini. Pour les propriétaires de la tortue, Min a réalisé un miracle. C'est une tortue gâtée, elle est gâtée. Ce qu'on aime bien, nous, c'est ne pas faire souffrir les bêtes. Puis on est en bonne main. Dans son service, Min soigne des reptiles, des rongeurs et de très nombreux volatiles. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Allez-y. Ce matin, il accueille un habitué. Du coup, on l'a vu quand la dernière fois? C'était il y a un certain temps, janvier. Picasso, un grès du Gabon dont le bec de travers aurait sûrement inspiré le maître. Là, en ce moment, il est comment? Ça va? Il penche la tête pour manger, donc il est gêné par son bec. Le perroquet ne peut plus se nourrir.
Il maigrit de jour en jour. C'est une urgence. Seule solution pour Mine, retailler le bec de Picasso. Au moment de l'anesthésie, l'oiseau sent bien qu'il va se passer quelque chose. Je crois que de manière générale, les animaux n'aiment pas trop les vétérinaires, malheureusement. L'intervention peut paraître routinière, pourtant c'est une prouesse technique. La base du bec est une région où il y a beaucoup de vaisseaux. Donc au moment où on fait cette taille de bec et on sculpte le bec, si on touche l'un de ces vaisseaux, il peut faire une hémorragie mortelle. L'anesthésie est légère car les oiseaux les supportent mal. Mine a donc peu de temps pour effectuer l'opération. Pas mal, petit à petit ça vient. L'idéal, ce serait que la pointe du bec, les deux pointes du bec ici, se rejoignent sous le bec au-dessus. Un travail d'orfèvre rendu difficile par la taille du tube de l'anesthésie. Là, je pourrais m'arrêter là. Après, la question, c'est de se dire, est-ce que je suis gourmand? J'essaye de faire un peu plus. Picasso va lui répondre à sa manière. Qui s'est extubé. Tout seul? Ouais. Et on a décidé que c'était terminé, c'est ça? Ouais, on dirait que... Bon, c'est pas mal, hein, déjà. Donc là, au moins, voilà, le bec peut se fermer sous le bec inférieur. Il faut pas être plus royaliste que le roi. Alors que Mine termine à peine le nettoyage du bec... Ah, tu peux mordre maintenant. T'es content, hein? Le volatile lui signifie la fin définitive de l'intervention. Au cœur de l'Auvergne, dans le parc animalier du Pal, 700 résidents vivent en semi-liberté. Ce matin, de nouveaux locataires risquent de troubler leur tranquillité. Dans son van, René, le crocodile Dundee danois, transporte 22 redoutables prédateurs. Quel est ce bruit? Ce sont les alligators qui bougent dans leur box. Après 1300 km de voyage, les reptiles semblent impatients d'arriver. Salut, content de te voir. Nicolas, soigneur au Pal, est chargé de réceptionner la délicate marchandise. Allez, on y va, on décharge les petits. Les plus jeunes des carnivores sont contenus dans ces tubes. Après 16 heures enfermés, tout peut arriver. Le stress peut générer effectivement la fabrication d'acide lactique chez les animaux qui font que voilà, ils s'intoxiquent. On peut aller jusqu'à la mort de l'animal si le stress devait durer dans le temps. L'équipe est sur ses gardes. Oh, le petit malin. Les jeunes mesurent plus d'1 mètre pour une dizaine de kilos. Chez ces animaux à sang froid, René sait que le calme est souvent trompeur. Il faut faire très attention. S'il te mord la main, tu vas souffrir. Pour ce premier face-à-face, les soigneurs doivent dépasser leur peur. Les bébés resteront 3 semaines en quarantaine, dans des bassins, avant de rejoindre le grand bain. Déjà, il est temps de passer aux choses sérieuses. La libération des adultes. On sort des individus qui ont une dizaine d'années, qui ont à peu près 2 mètres. Vas-y, René. Ok. Des poids lourds. Ils ne sont pas trop de 7 pour les transporter. Ok, on pivote, on pivote, on pivote, on pivote, un petit peu au-dessus de l'eau. Avant de rejoindre le bayou, ils vont être placés dans ce grand bassin. À l'ouverture de la première caisse, tout le monde retient son souffle. On est un peu plus tendu là à ce moment parce que là, en l'occurrence, on bascule une caisse et on ne sait pas ce qui va se passer à la sortie de la caisse. Voilà. René n'est qu'à quelques centimètres de la trappe. Quand soudain, l'animal, nerveux, s'est bloqué.
Impossible de l'approcher pour le libérer. René fait doucement onduler la caisse. Une première frayeur qui annonce un marathon de stress pour l'équipe. 3 semaines plus tard, la quarantaine est terminée. En coulisses, l'ambiance est tendue. Les équipes s'apprêtent à libérer les reptiles adultes. Mais il y a un hic. Ça, c'est notre plus gros problème pour les faire sortir. Un muret en béton de 60 cm empêche les prédateurs de sortir du bassin. Les équipes vont devoir les porter eux-mêmes jusqu'à l'extérieur. Des corps à corps musclés, au cours desquels les 2 camps pourraient se blesser. C'est très vif, c'est très rapide et ils ont en plus un système sanguin qui leur permet de tout de suite pouvoir avoir la force nécessaire qui va directement dans les muscles et qui décuple leur force. S'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est de voir des novices jouer les héros. Si je vais au contact et que vous intervenez avant que je vous ai dit OK, ils vont tous s'affoler. C'est bon, on peut y aller ? Armé d'une simple perche de capture, René s'approche du premier mâle. Pour le calmer, la technique est simple. Aveugler l'alligator, puis entraver sa mâchoire, plus puissante que celle d'un requin blanc ou même d'un lion. Vas-y tout doucement. Très bien. C'est bon ? Le plus dur reste à faire. L'équipe doit maintenant traverser un couloir de 70 cm de haut en contenant les 40 kg de muscles du mâle. Alors avance, on avance, parce que là on se gêne. Ici. Aïe! Ça va? Ouais. C'est tout. Excuse-moi. C'est bon, pour moi, c'est bon derrière. L'instant de la libération est très délicat. L'animal est stressé. Impossible de connaître sa réaction. Les soigneurs et notre journaliste se sont fait une belle frayeur. Allez, faut que tu y retournes. Et ce n'est pas fini. Super. Surexcité, l'un des mâles ruse pour échapper aux soigneurs. Vas-y, tiens la perche. René se jette dans la bataille. L'équipe commence à fatiguer, et ce n'est pas le moment. C'est bien. Très bien. L'alligator le plus coriace les attend. Âgée de 25 ans, la chef du clan répond au doux nom de Suzon. C'est un animal d'une presque une trentaine de kilos. Donc c'est important d'être plusieurs, d'être prêts. René est de nouveau en première ligne. Mais cette fois, le crocodile Dundee danois ne fait pas le malin. Les gars, vous pouvez venir ? Ne t'approche pas, elle pourrait t'arracher un bras. Suzon a perdu des dents dans la bataille. Rien de grave chez l'alligator, elle repousse à l'infini. 1, 2, 3. Le passage du corridor est le dernier effort avant la libération. Un, 2, 3. Ça y est, c'est terminé. Tout le monde a rejoint ses appartements, donc impec. Crocodile Dundee. Désormais, Nicolas et son équipe seront seuls responsables des dangereux reptiles. Ils espèrent ne pas avoir besoin de les approcher de sitôt. En Charente, dans la clinique de Charlotte. Nouvelle urgence. Cette femme a trouvé ce petit chat errant, visiblement blessé. Ouais, vous l'avez lavé trouvé un peu
Il était complètement enfoui dans le fossé et puis il n'arrêtait pas de miauler bizarrement. J'ai vu qu'il avait du sang. Ça se trouve, il s'est peut-être fait faucher un peu par une voiture parce qu'il marchait bizarrement au départ. D'accord. On va déjà regarder s'il est à quelqu'un. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le jeune mâle, groggy, se montre docile. Charlotte cherche sa puce d'identité. C'est détecter une puce électronique s'il en a une. Mais ça bip pas, donc ça veut dire qu'il n'est pas identifié. L'animal n'a pas de maître, mais Charlotte le prend quand même en charge, à ses frais. Comment tu t'appelles? Une tête à t'appeler Moustique. Ah, il doit une patte cassée ou quelque chose. Le fraîchement nommé Moustique est fébrile, comme traumatisé par un choc. Regarde déjà au niveau de la face s'il a des fractures. En tout cas, il n'a pas de grosses blessures visibles là tout de suite. Mais bon, à l'intérieur, on peut avoir des dommages, donc il faut regarder. Les blessures internes sont souvent les plus graves. Une radio est nécessaire. L'origine du problème apparaît sur l'écran de Charlotte. Le diagnostic est sans ambiguïté. C'est la queue. On a la colonne vertébrale qui est coupée ici. La moelle épinière, c'est un très gros nerf, donc ça fait super mal. Moustique s'est peut-être endormi sous une voiture qui aurait roulé sur sa queue en démarrant. En plus de la douleur, ce membre mort le handicape grandement. Là, la queue, elle est complètement... elle est molle, il ne peut plus la bouger, en fait. Et en fait, c'est sa queue qui le déséquilibre. Après, voilà, le problème, c'est que c'est un chat qui est à personne, donc je pense qu'en général, ce qu'il attendrait, ce serait une euthanasie. Nous, on n'a pas forcément envie de l'euthanasier, donc... Dans l'idéal, en fait, il faudrait là faire une amputation de la queue. L'opération n'est pas sans risque. Mais par amour des bêtes, Charlotte va tout faire pour sauver le petit orphelin. Le lendemain, avant l'ouverture de sa clinique, on va tendre là. Charlotte tond l'animal anesthésié pour l'opération. Ce qu'elle découvre sous les poils confirme la nécessité d'agir vite. C'est impressionnant, c'est de l'inflammation. C'est du liquide inflammatoire. Ici. Voilà, très bien. Nickel. Hop. Avant de couper la queue du chat, Charlotte doit prendre une décision importante. Alors ça y est, là on est prêt. Du coup, en fait, je vais lui laisser 3-4 vertèbres. Ça évitera qu'il y ait tout ce poids mort qui le suive, en fait. C'est pas ça qui va le gêner. D'accord ? Puis là, c'est tellement inflammé, on peut pas vraiment couper plus haut. La vétérinaire est très concentrée. Son scalpel n'est qu'à quelques millimètres de la moelle épinière. Trouver l'endroit entre les vertèbres, c'est pas compliqué, mais faut pas qu'il y ait d'hémorragie. Oui, alors en fait, on a des vaisseaux sanguins au-dessus, en dessous et sur les deux côtés. Un manque de précision condamnerait Moustique. C'est bon ? Super. Donc là, on a enlevé la queue, en fait. Il nous reste un tout petit bout qu'on va refermer, on va faire des ligatures pour pas que ça saigne, et puis il va être tranquille. Charlotte n'a plus beaucoup de temps pour réaliser les points. Faut qu'on aille vite. Tu inquiètes un peu pour l'anesthésie. Plus on va vite, moins il y a de risques quand même pour le chat. Ah oui, là, c'est parfait. C'est ce que je voulais exactement, ça s'est très bien passé. Bon, voilà, il nous reste une petite ligature et puis on revient. Chirurgicalement, l'intervention est réussie. Mais il reste une inconnue, savoir si Moustique recouvrera sa mobilité. Bon, là, ça se réparera jamais, mais au moins ça va lever les tensions qu'il peut y avoir sur les nerfs qu'on a à ce niveau-là. Il urinera normalement, il fera caca normalement. Et puis ça lui fera pas perdre l'équilibre. En fait, il va être plus heureux comme ça, tout simplement. Il grogne un petit peu. On va lui faire des antidouleurs, il a peut-être un peu mal. Hop. Il se réveille, il est un petit peu. Ouais, mon petit loulou.
24 heures plus tard, Charlotte rend visite à son petit patient. Elle veut observer ses premiers pas depuis l'opération. On est plutôt content parce qu'au niveau de sa marche, ça s'est vraiment amélioré. Mais je pense qu'il va récupérer. Je pense que ça va aller. Une fois que toute l'inflammation se sera résorbée, on est hyper confiant. La démarche est encore hésitante, mais Moustique devrait vite retrouver son agilité féline. Une fois remis, Charlotte le proposera à l'adoption dans son cabinet. Super, si on t'adopte, tu seras notre mascotte. Hein? Pas de doute, Moustique est bien un chat. Dans son malheur, il est retombé sur ses pattes.